Bonjour à tous, il paraît que je peux commencer, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui moi m'intéresse beaucoup, qui généralement intéresse pas mal de gens, mais qui est assez méconnu, et donc on va parler de la réactivité des signaux dans le front-end. Avant de commencer, d'aller plus loin, je vais vous inviter à tous scanner le QR code qui est juste là. Ça va vous permettre d'arriver sur une page sur laquelle vous allez retrouver différentes informations à propos de moi, mais aussi différentes questions. Pour l'instant, cliquez pas dessus. On y répondra au fur et à mesure de la conférence. Vous aurez aussi la possibilité de noter le talk, mais ça, je vous conseille de le faire à la fin. Après, vous pouvez dire dès maintenant que c'était excellent, mais ce ne serait pas très objectif. Et vous pouvez aussi poser des questions à tout moment, et j'essaierai de les lire soit au fur et à mesure, soit à la fin. Et vous pouvez aussi réagir en temps réel à tout ce que je dis, tout ce que je fais. Si jamais vous trouvez que je raconte n'importe quoi, que c'est drôle, ou qu'au contraire vous aimez beaucoup, vous pouvez cliquer sur les petits emojis qui sont en bas, et ils apparaîtront juste là. Et ça fonctionne très bien. Pour bien entrer en matière sur les signaux et la réactivité, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ensemble quel framework vous utilisez au quotidien. Donc là, vous pouvez accéder sur la page que vous venez de scanner, ou alors en scannant le QR code qui est juste là à droite, et directement me dire et nous dire à tout le monde quel framework vous utilisez. Normalement, on devrait être globalement sur l'Angular, avec là on le voit un petit peu de React et plus de Vue que d'Angular. C'est la première fois que je vois ça. Ça fait très plaisir, faisant du Vue tout le temps. Ah non, finalement, c'est Angular qui va gagner. Et du coup, sur ces différents frameworks, il y a des systèmes de réactivité. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous êtes déjà questionné sur le fonctionnement profond de la réactivité? Ce qu'on voit, c'est que globalement, on est sur un oui. Donc c'est cool. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement encore des questions. Et donc l'objectif, ça va être d'y répondre. Pour commencer à parler de réactivité, j'aime bien commencer par cette équation qui nous dit que UI est égal à fn de state. Cette équation, on la voit plutôt d'habitude dans l'écosystème React. Pourquoi? Parce qu'elle est découpée en trois parties. Et en fait, chacune de ces trois parties nous rappelle les composants en React. On a fn, qui représente donc une fonction, donc nos composants React. On a le state, donc les props que vous passez à vos composants. Et enfin, vous avez l'UI, donc l'interface utilisateur, qui correspond au JSX que vous sortez de vos composants. Mais ce qui est intéressant avec cette équation, c'est qu'on peut derrière la réutiliser avec le système de réactivité, en considérant notre fonction comme en fait notre système de réactivité, donc comme une boîte noire réactif, en se disant que finalement notre interface, ce n'est que un état qu'on passe dans une boîte noire réactive et qui nous donne du coup cette fameuse interface. Et donc on va dire que notre interface, elle est pilotée par l'état. Et en fait, cette notion d'interface pilotée par l'état, vous l'avez tous déjà manipulée, sans le savoir, peut-être au quotidien, peut-être pas, mais en tout cas, vous l'avez tous déjà manipulée à travers un tableau Excel. Ce que vous avez là, c'est donc un tableau Excel dans lequel vous avez 3 lignes, 3 colonnes, vous avez une quantité d'éléments en B1, vous avez un prix unitaire de chacun des éléments en B2, et donc ici on a 0 élément, on a 15 de prix unitaire pour chacun des éléments, et puis ensuite on a le total en B3. Dans un tableau Excel, on le sait, on peut mettre des formules, et donc ici on va retrouver en B3 la formule B1 fois B2, pour nous calculer le prix total. Et comme on a dit qu'on était dans un système réactif, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'avoir une quantité à 0, on peut se dire qu'on va plutôt avoir une quantité à 3, par exemple. Et là, automatiquement, mon interface s'est mise à jour. Donc on a bien une interface qui est pilotée par l'état. Notre état, c'est la quantité, le prix unitaire. Et notre interface est réactive puisqu'elle s'est mise à jour automatiquement. Si on préfère en avoir 2, dans ce cas-là, le total sera 30. Alors évidemment, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas de l'Excel. Ça ne va pas beaucoup nous intéresser. Ce qu'on va vouloir faire plutôt, c'est travailler avec cet exemple-là. C'est l'exemple de code qu'on va suivre tout au long de la conférence et qui va nous permettre justement de comprendre comment fonctionnent les signaux à la réactivité. Pour vous expliquer les signaux, j'ai décidé de prendre une librairie qui s'appelle Alien Signals. C'est une librairie qui est développée par une personne qui s'appelle Johnson Chu, qui est à l'origine du langage serveur de Vue.js, de Volar, qui est
un framework pour faire des extensions dans VS Code notamment, et d'interagir avec les LSP et d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs langages dans les mêmes fichiers. Donc, par exemple, c'est aussi lui qui est à l'origine de la grosse migration du LSP d'Astro, pour vous permettre d'avoir justement ce bloc JavaScript et ce bloc Astro juste en dessous. Et il a eu des besoins très particuliers en termes de performance sur justement ces extensions-là. Et il se trouve que dans le même temps, il a travaillé sur toute la réactivité de Vue.js, donc toute la partie réactif de Vue.js, tout le package qui s'appelle Reactivity. Ah oui, ça fait beaucoup là. Qui a permis, donc il a beaucoup travaillé dessus, et il a beaucoup travaillé dessus notamment pour lui faire gagner en performance. Et donc en travaillant sur ces deux aspects-là, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de faire un projet intéressant pour tout le monde. Et son objectif là, ça a été de faire la librairie de Signal la plus performante possible de l'écosystème, et en même temps la plus agnostique. Donc Alien Signal, c'est une librairie de signaux qui est agnostique du framework. Elle est même agnostique du langage. Tout ce qui est dedans, toute la logique interne peut être réimplémentée dans d'autres langages. Et aujourd'hui, on a des implémentations en Lua, en PHP et plein d'autres. Et c'est agnostique du framework parce que c'est tellement bas niveau que derrière, vous pouvez utiliser Alien Signal pour refaire la réactivité de certains frameworks, donc notamment Vue.js qui va réutiliser une partie de la logique. Vous avez aussi tous les signaux du TC39 qui ont été réimplémentés avec Alien Signals. Et donc, ça nous permettra ici, en comprenant la logique de cette librairie très bas niveau, de comprendre en fait tout ce qui se passe au-dessus. Et donc, on retrouve ici, sur cet exemple de code, le tableau Excel qu'on avait juste avant. On retrouve la quantité. Hop là. La quantité ici avec un signal, donc une primitive qu'on verra juste après à 0, comme tout à l'heure dans notre tableau. On retrouve un prix qui vaut 15, et enfin on retrouve une computed, donc une valeur calculée, qui est notre total, qui est simplement la multiplication du prix et de la quantité. Et enfin on retrouve un effect qui va nous permettre, à chaque fois que total est modifié, de nous afficher dans la console le total. Et l'effect, par défaut, tourne au moins une fois. Et donc là on retrouve bien dans notre console, on retrouve bien dans notre console le 0. Et si, comme tout à l'heure, dans notre tableau Excel, on dit qu'on a une quantité qui vaut 3, on a bien un total qui vaut 45. Et si on préfère avoir un total qui vaut 2, on a bien un total qui vaut 30. Et une quantité qui vaut 2, on a bien un total qui vaut 30. Et donc, on se retrouve bien comme ça, avec des valeurs qui changent par rapport à ce qu'on avait par rapport à l'état du début. Donc moi, je m'appelle Esteban Soubiran, je suis ingénieur logiciel avionique chez MySpace. MySpace, c'est une filiale d'Ariane Group qui développe un lanceur spatial partiellement réutilisable. En dehors de tout ça, je fais pas mal de contributions dans différents projets open source, notamment autour des écosystèmes de Laravel, Vite, Vue et Next. Donc on peut parler React et Angular, mais ça peut vite être limité. Et quand il me reste du temps, j'écris des articles qui parlent de beaucoup de choses, notamment là, le dernier sur Pina Colada, qui est un équivalent de Tanstack Query pour Vue.js, où on parle de Laravel ou de serveur MCP, de plein de choses. Et vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes. Le plus intéressant étant mon site, puisque vous retrouvez tous les autres liens, et un serveur Discord si vous voulez venir discuter. Et depuis quelques mois, une chaîne Twitch, si vous voulez venir coder avec moi, 3 à 4 fois par semaine. Mais on n'est pas trop là pour parler de moi, on est là pour parler de tout ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser là, c'est de comprendre en fait très précisément ce qui se passe au moment où on appelle quantity3, comment c'est possible que l'effect ici puisse re-render et donc nous afficher une nouvelle valeur. Et ce qu'on va aussi essayer de comprendre, c'est comment ça se traduit dans les frameworks que vous utilisez. Et on prendra pour exemple Vue.js, mais on pourra l'extrapoler assez simplement à d'autres langages. Mais avant de comprendre tout ce qui se passe là-dedans, il faut en réalité creuser un petit peu la partie mathématique, et notamment la partie théorie des graphes des mathématiques, pour comprendre vraiment ce qui se passe sous le capot. Donc là, on va faire pendant 5-10 minutes un peu de maths. Pour ça, on va faire de la théorie des graphes, et en théorie des graphes, on a deux grands éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle un nœud, ou un node en anglais, et là, on va le représenter par un joli carré qu'on va appeler A.
Le deuxième élément qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les liens, ou les links ou edge, qui sont ce qui vont permettre de relier nos différents nœuds entre eux. Donc on a ici un nœud B, on a ici un nœud A, et là on les lie entre eux. Notre lien, là, il est intéressant, notamment parce qu'il n'est pas simple. C'est pas juste un trait, c'est une flèche. Ça veut dire qu'on ne peut aller que de A vers B, et qu'une fois qu'on est à B, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça veut dire qu'on a un graphe qui a un sens. On dit que notre graphe il est orienté, et évidemment on peut rajouter d'autres nœuds, on peut rajouter d'autres liens, et avoir un graphe qui contient beaucoup de nœuds, beaucoup de liens. Là, dans notre graphe qui est dit orienté, du coup, puisqu'il a un sens, on voit qu'il n'est pas cyclique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, par exemple, de A, qu'on va à B, qu'on va à C, on ne peut pas revenir au début. On ne peut pas faire de cycle. Et pareil, cette notion de cycle, on va le voir, elle est importante dans les signaux et dans la manière dont fonctionne la réactivité. Il y a une autre notion qui nous intéressait sur nos graphes acycliques orientés, c'est leur petit nom, c'est la notion de tri topologique. Un tri topologique, c'est un ordre linéaire des nœuds de telle sorte à ce que le nœud d'où on vient soit avant dans l'ordre que le nœud d'arrivée. Ça, c'est la définition mathématique un peu complexe pour dire qu'en gros, pour accéder au nœud suivant, on a besoin de passer par tous les nœuds d'avant. Donc si on veut accéder par exemple à A, on a besoin d'avoir déjà parcouru l'ensemble des parents. Donc on va regarder A et on va se dire, est-ce qu'il y a des parents? Oui, il a un parent, c'est D. Est-ce qu'on est passé par D? Non. Donc on ne peut pas passer par A. On va commencer par, du coup on va regarder un autre nœud, on va regarder D, D il n'a pas de parents, donc on peut commencer par D. Une fois qu'on a parcouru D, on peut du coup aller vers A. A il a un parent, c'est D, D on vient de le parcourir, donc on peut accéder à A. Et sur notre ordre, sur notre tri topologique, du coup on a en fonction des graphes potentiellement plusieurs tris topologiques qui s'appliquent, puisque là on dit qu'on commence par D, mais on pourrait très bien commencer par F, et puis ensuite aller sur E, puis revenir à D, à A, et ainsi de suite. Mais cette notion-là, elle est importante d'avoir parcouru d'abord les parents avant d'accéder aux enfants. Il y a une deuxième notion qui est importante, c'est celle des listes doublement chaînées. Et je l'explique à chaque fois juste après, parce qu'on peut tout simplement la représenter avec des graphes comme on vient de le faire là. Donc dans une liste doublement chaînée, on a des éléments, et chacun des éléments est relié dans les deux sens aux autres éléments. Donc ici, on a A, qui est relié à B, et B est relié à A. Ça veut dire qu'on peut aller de A à B, de B à A. Et là, on retrouve bien un graphe, comme tout à l'heure, qui est dans ce cas-là cyclique, et c'est un graphe dans lequel on peut rajouter d'autres éléments. Et donc là, on a une liste doublement chaînée, puisqu'on peut aller de A à B, de B à C, de C à B, de B à A, et tourner en boucle comme ça autant qu'on veut. Est-ce que vous suivez encore ? En plus, aujourd'hui, on a pas mal de temps, donc c'est parfait. Ok, ça suit, c'est top. Donc maintenant qu'on a fait notre petite partie mathématique et qu'on a pris le temps de voir un petit peu la théorie, on va pouvoir appliquer cette théorie-là à l'exemple qu'on a vu tout au début qui reflétait notre tableau Excel. Donc ça, c'est le même exemple qu'on a vu tout à l'heure. Ça va, vous êtes soft encore. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre quantité, notre prix, notre total et notre effect. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces signaux, ces computides, ces effects, on peut représenter les différents liens qui les unissent à l'aide de graphes. C'est pour ça qu'on a fait cette petite partie sur les graphes. Et donc, on va dire que quantity, donc le signal quantity, c'est un nœud. Ensuite, on va pouvoir dire que le signal prix, c'est un autre nœud. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est les relier à un enfant commun qui est total. Total, c'est aussi un nœud, et on le voit, il a deux parents, c'est quantity et price. Et puis ensuite, on a effect, qu'on peut aussi relier à total. Et donc, alors vous ne voyez peut-être pas très bien la flèche, mais du coup, vous avez une flèche qui va de quantity à total, de price à total, et de total à effect. Et donc ça nous permet de comprendre comment les différents éléments sont reliés entre eux. Et ça, on va le voir, c'est hyper important pour la suite. Ça, c'est la première visualisation du code qu'on a juste à côté. Donc déjà, on passe d'un code dans lequel il n'y avait pas forcément de lien à un graphe qui nous explique comment les éléments sont reliés entre eux. La deuxième manière de voir ces éléments-là,
c'est avec un graphe où on a justement cette notion de liste doublement chaînée. Alors pour l'instant, ça fait peut-être un peu bizarre de comment on passe de l'une à l'autre, mais en fait, c'est deux notions de vision bien distinctes du code qu'on a là, qui nous permettent, pour la première, de visualiser comment les signaux sont reliés entre eux, et pour la deuxième, celle-là, avec les listes doublement chaînées, de comprendre comment on va pouvoir parcourir notre graphe. Donc là, on comprend qu'on va pouvoir parcourir notre graphe, on va pouvoir partir de l'effect, aller dans total, aller dans quantity, revenir dans total, partir dans price. Et ça, on va le voir, ça va être très important pour résoudre justement l'ensemble du graphe. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemble un peu notre code, on va pouvoir se pencher sur les différentes primitives d'alien signal. Normalement, si vous avez fait un peu de signaux, c'est des primitives qui vont vous parler. Donc on a quatre grandes primitives, et il y en a, c'est les trois premières qui nous intéressent. La première primitive, c'est signal. C'est celle qui nous permet d'avoir des valeurs, de stocker des valeurs et de set des valeurs. C'est ce qu'on appelle une dépendance, puisqu'on a deux grandes familles dans ces primitives-là. On a les dépendances et les subscribers. Et là, on comprend tout de suite, avec le graphe qu'on avait juste avant de comment les éléments étaient reliés, comment cette notion de subscriber et de dépendance vont interagir. Mais donc le signal, lui, c'est une dépendance pure. Donc, ça veut dire qu'il a des valeurs, et il va être dépendant de quelque chose d'autre. Ensuite, on a la computed. La computed, c'est une dépendance, puisqu'elle va retenir une valeur. Mais c'est aussi un subscriber, parce qu'en fonction des dépendances qu'il a à l'intérieur, donc s'il a des signaux par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure dans Total, ça veut dire qu'il va être capable d'avoir sa valeur qui est mise à jour. Donc il va écouter les signaux qui sont à l'intérieur de sa fonction de callback pour se mettre à jour. Enfin, on a l'effect, qui est aussi un subscriber et une dépendance, qui va refaire tourner sa fonction de callback à chaque fois qu'il a un élément à l'intérieur qui va changer, que ce soit un signal ou une computed, puisque les deux sont des dépendances. Et enfin, on a l'effect scope, qui lui va permettre d'englober l'ensemble des dépendances qui sont à l'intérieur sans leur permettre de se propager à l'extérieur et de toutes les couper en même temps. On en reparlera un petit peu plus tard quand on appliquera Alien Signal au framework. Donc on a deux grandes familles, les dépendances et les subscribers. Et ça nous permet de comprendre ensuite le code qu'on va voir. Puisque là, on va vraiment se plonger dans le code, et le code que je vais vous montrer, c'est pas du code que j'ai réécrit, c'est pas du pseudocode, c'est le vrai code de la librairie. Pour info, la librairie Alien Signal fait deux fichiers de 150 lignes chacun, donc c'est très facilement abordable, à ceci près que ça ressemble plus à du JavaScript, tellement c'est bizarre comme code. Là, on a le signal. Dans le signal, on voit, ça nous retourne une fonction qui s'appelle signalGetter, sur laquelle on bind les différents attributs. Bon, voilà, ça va pas beaucoup nous aider. Donc on va devoir plonger un petit peu plus loin dans la partie signal GetterSetter. Dans cette fonction signalGetterSetter, on voit qu'on a un paramètre, donc c'est value, qui correspond à la valeur qu'on peut passer à notre signal. Puisque notre signal, il a deux manières de fonctionner, et on les voit très bien là avec le if. C'est soit vous lui passez une valeur, et dans ce cas-là, vous changez la valeur à l'intérieur du signal, soit juste vous appelez le signal, et dans ce cas-là, il vous retourne la valeur. Donc on va commencer par expliquer la deuxième partie, parce que c'est la plus simple, c'est la fonction de getter. Donc ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas d'active sub, s'il y a un active sub plutôt, on va créer un lien et on va se lier à lui. Alors pour l'instant, la notion d'active sub, on ne l'a pas vue, et on la verra un petit peu plus tard. Considérez juste qu'il y a un truc active sub qui va nous intéresser un peu plus tard. Et on va créer un lien. Créer un lien entre this, donc entre nous-mêmes, et l'active sub. Sub pour subscriber. Créer un lien, ça veut littéralement dire faire un objet et le donner à soi et à l'active sub. Et là, on retrouve cette notion de liste doublement chaînée, puisque ça veut dire que à la fois l'active sub et à la fois moi-même, je possède le lien. Donc ça veut dire que je peux aller voir mon copain à qui je suis lié, et mon copain peut venir me voir. D'où la notion de liste doublement chaînée. Et ensuite, tout simplement, on retourne la valeur. Donc ça, c'est sur la partie getter. Sur la partie setter, en revanche, ça devient un peu plus complexe, mais du coup beaucoup plus intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si c'est une valeur, très bien, puis on va vérifier que la valeur a changé, très bien. Et ensuite, on va regarder s'il y a des subs. En gros, on va regarder si notre signal il est observé par d'autres primitives.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va propager le changement dans tous ces subscribers. Et puis ensuite, on va processer tous les effects. On processe les effects après avoir propagé les changements pour éviter de faire tourner les effects, donc la fonction de callback des effects, plusieurs fois si elle contient plusieurs fois le signal, par exemple. Là, on s'assure que l'effect ne run qu'une seule fois. Et cette fonction de propagate, elle est super intéressante, mais elle m'oblige à vous introduire 3 nouveaux concepts. 3 nouveaux concepts parce que la manière dont est propagé ce changement a une importance capitale dans le fonctionnement des signaux et dans leur performance. Du coup, vous avez plusieurs manières de proposer le changement. La manière, c'est dit en mode push. Donc là, on va retrouver, d'un point de vue avec un graphe que je vous avais montré tout à l'heure, l'Excel qu'on avait tout au début. Et donc en mode push, au moment où je viens modifier ma quantité, c'est quantité qui va être proactif dans notre graphe et qui va aller pousser sa valeur à l'ensemble de ses parents, donc à l'ensemble des subscribers. Et donc on lui modifie sa valeur et il va venir modifier total. Possiblement total se fait modifier parce que c'est une computed dans notre cas, et donc total va aussi venir pousser sa valeur, et ainsi de suite. Là, on comprend bien le problème, c'est que ça veut dire qu'à chaque fois que à chaque fois que quantity est modifié, total est modifié. Donc globalement, à chaque fois qu'on modifie un signal, on doit recalculer l'intégralité du graphe. Et à chaque fois qu'on recalcule l'intégralité du graphe, possiblement si nos computides sont lourdes, on va ralentir notre application. Donc ça, c'est pas une bonne manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est dit en mode pool. Donc là, c'est plus la dépendance qui est proactive, mais c'est les subscribers. Et ce qui va se passer, c'est qu'à intervalles réguliers, on a le subscriber qui va venir voir les dépendances et qui va venir leur voir et qui va dire hey, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu aurais changé? Et de manière régulière, comme ça, il va venir les voir, il va leur demander si elles ont changé. Et si elles ont changé, il récupère la valeur. Très clairement, ça, c'est un système de polling. Et du coup, votre réactivité dépend du pas de temps que vous choisissez. En plus d'être très peu performant, ça ne va pas marcher en termes de système réellement réactif. Du coup, on ne peut pas être en push, on ne peut pas être en pull. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux d'un coup, on va faire du push-pull. Dans un système push-pull, vous allez en réalité pusher non plus vos valeurs, mais simplement vous allez pusher des flags. Donc vous allez aller voir tous vos parents et vous allez dire je crois que j'ai changé. Et votre parent, il va voir que peut-être vous avez changé. Et puis au moment où vous allez appeler votre computed, donc dans ce cas-là total, total, il va voir que peut-être vous avez changé. Donc il va aller vous voir. Et donc on est dans un système qui est lazy, comme peuvent l'être vos pages quand vous développez du front-end sur du lazy loading. C'est le même concept. Vous allez simplement lever des flags et ensuite c'est vos computides au moment où elles ont besoin de vous qu'elles vont venir vous voir et ils vont venir récupérer la nouvelle valeur. Et donc ça vous permet de mettre en cache dans vos computides et ça vous permet aussi de vous assurer qu'elles ne sont recalculées que lorsqu'elles sont utilisées. Et pour être tout à fait exact, dans Alien Signal, on n'est pas en push-pull, on est en push-pull-push. Mais bon, c'est un détail. Et donc si on revient là dans notre exemple, ce que fait en fait la fonction propagate sur tous les subscribers, c'est tout simplement qu'elle va venir lever des flags dans l'ensemble des subscribers. Donc dans notre exemple juste avant, quantity va venir lever un flag dans total, et c'est un flag dirty, donc comme ça, total est au courant qu'il y a un truc à recalculer quelque part. Ensuite, on peut s'intéresser à justement cette fonction computed. Donc c'est la fonction computed dans laquelle il y a computed getter sur lequel on bind les différents objets, et là je vous ai directement mis computed getter pour plus de lisibilité et que ce soit plus facile à comprendre. Donc on retrouve bien justement ces fameux flags dont je viens de vous parler. On retrouve bien le fameux flag dirty, et justement, quand ce flag dirty il a été levé par l'une des dépendances, on va pouvoir aller processer l'update. Voilà. Donc là, on va processer l'update, donc c'est-à-dire qu'on va aller voir l'enfant et on va dire ok, tu m'as dit que tu avais changé, donne-moi ta nouvelle valeur. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc là on était sur toute la partie subscriber, et sur les lignes 6 à 9, on va être sur toute la partie dépendance. Puisque si on a un active sub, exactement tout à l'heure comme avec le signal, si on a un active sub, dans ce cas-là, on crée un lien qu'on donne à l'active sub, qu'on donne à nous-mêmes pour créer une liste doublement enchaînée. Et ensuite, il y a l'active scope, qui lui est globalement la même chose, mais dans le cadre d'un scope, donc légèrement différent. Mais on n'a pas besoin de s'y intéresser plus que ça. Et ensuite, on a toute la partie où on retourne la valeur, puisque c'est une computed, on va quand même récupérer une valeur. Donc en fait, quand vous appelez votre computed, vous faites beaucoup de choses. Et la fonction de callback de votre computed, elle est appelée dans process computed update.
C'est pour ça qu'on ne la voit pas là. Ensuite, on a l'effect. Donc là, pareil, le run effect, il est dans la fonction effect avec un bind, et je vous ai simplifié tout ça pour que ce soit plus facilement lisible. Et là, on va commencer à comprendre des trucs hyper intéressants. La première, c'est que la variable ActiveSub, qu'on voit depuis le début, on va venir y mettre une valeur. Donc là, on comprend deux choses. La première, c'est que ActiveSub, c'est une variable globale. Elle était déjà, on le voyait venir déjà un peu avant, mais là, c'est très clair. ActiveSub est utilisé de manière globale dans l'ensemble de nos primitives. Et ce qu'on va venir faire sur cet ActiveSub, c'est mettre notre effect dans l'ActiveSub. Et ensuite, on va commencer à traquer les dépendances. On va faire tourner la fonction de callback. Et on remet l'ancien sub s'il y en avait un, et on arrête le tracking. Donc comment il faut comprendre ça? Il faut comprendre qu'au moment où vous allez avoir un effect dans votre code, il va par défaut, et c'est pour ça que tout à l'heure dans l'exemple, on avait un total 0 qui s'affichait en bas dans la console, il va forcément faire tourner la fonction de callback. Et comme il s'est mis dans l'ActiveSub, dans la partie dépendance à la fois du signal et de la computid, on avait vu qu'on avait si un ActiveSub, on crée un lien. Donc ça veut dire que là, dans notre effect, on a bien un ActiveSub. Quand on arrive dans la computid, on a un ActiveSub, et du coup, on peut créer un lien et se le donner à l'ActiveSub en cours et à nous-mêmes. Et donc créer cette liste doublement enchaînée entre les différents éléments pour pouvoir ensuite les parcourir. Dans la fonction juste avant de la computid, sur la computid process update, en fait, il y a le même système. Il y a ce même système-là il y a une callback qu'on fait tourner et la computid devient ActiveSub. Et c'est pour ça que l'ActiveSub est aussi un subscriber. Et donc la computid, au moment où vous l'avez dans votre code, il l'a fait tourner au moins une fois pour justement pouvoir traquer les dépendances. Et donc, avec toutes les explications que vous avez eues là, en fait, ça veut dire que le système de réactivité de l'exemple qu'on a vu juste là repose et ne tient que sur une seule variable globale. Donc tout le système réactif, on a l'impression que comment nos différents signaux, computid effect, communiquent entre eux et tout, est-ce qu'il y a des liens magiques, est-ce qu'il y a des trucs dans le langage qui permettent de faire ça, des proxys, des machins. Il n'y a rien de tout ça, il y a simplement une variable globale qui leur permet de communiquer entre eux. Bah, le jour où j'ai découvert ça, ça m'a un peu impressionné. On s'imagine un système complexe, en fait, c'est une variable. Et donc, si on récap un peu le truc, parce que là je comprends, ça fait beaucoup d'infos. Si on récap un peu le truc, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce code-là? Donc, notre signal, ici, on lui set une valeur. Ça veut dire qu'on est dans la première partie de ce qu'on avait tout à l'heure. Ça veut dire, du coup, que tout simplement, on va regarder si on a des subscribers, on va aller lever des flags, on va propager les différents changements. Mais bon, dans ce cas-là, on sait qu'il n'y a pas de subscribers, donc là, on n'a rien à faire. Pareil pour la ligne 2 avec le price, on n'a rien à faire. Maintenant, sur la partie totale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner la computid. La computid, elle va passer en ActiveSub. Ensuite, elle va faire tourner la fonction de callback. Elle va appeler en tant que getter le quantity et le price. On l'a vu quand on appelle un signal en tant que getter, on regarde s'il y a un ActiveSub. En l'occurrence, bah oui, il y a un ActiveSub, puisqu'il y a computid qui est un ActiveSub. Donc on va pouvoir créer un lien entre qui et qui, entre le signal quantity et la computid totale. Et un deuxième lien entre price et la computid. Et donc là, on retrouve bien le graphe qu'on avait tout à l'heure avec notre liste doublement enchaînée, avec les deux boîtes pour quantity et price qui sont reliées à total. Et enfin, on retrouve l'effect qui, comme la computid, se passe en ActiveSub, appelle son effect, sa fonction de callback au moins une fois, et avec la fonction total, du coup, se lie à l'effect. Et on retrouve bien la dernière case qu'on avait juste avant. Pour visualiser un petit peu plus de manière intéressante, en fait, tout ce qui se passe là dans un graphe, j'ai un peu modifié le code, et dans l'effect, on va réappeler quantity et price. Comme ça, dans l'effect, on a un effect qui est relié à 3 signaux. Voilà. Et ce code-là, ça nous donne cette beauté qui vous explique en fait tout ce que je viens de vous expliquer. S'il y a une slide à prendre en photo, c'est peut-être celle-là. Et de retenir que c'est une variable globale. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? On a en haut nos dépendances. Donc on a la dépendance quantity, la dépendance price, la dépendance totale. Total, on rappelle, c'est une computid, donc c'est aussi
un subscriber qu'on va retrouver ici. Effect, c'est juste un subscriber. On va le retrouver juste là. C'est aussi une dépendance, mais dans notre exemple, ce n'est qu'un subscriber. On va le retrouver juste là. On a ensuite nos fameux liens dont on parlait tout à l'heure. Au moment où il y a un active sub, on crée un lien et on le donne à deux personnes. On le donne à la dépendance et au subscriber. Et donc on le voit ici, qu'on a nos liens qui sont créés. Et depuis notre lien, on est capable d'aller vers notre dépendance et aussi vers notre sub. Donc là, on est bien sur une liste doublement chaînée, puisque de notre total, on peut aller au lien, et du lien, on peut aller au total, et du lien, on peut aller à quantity et revenir. Ensuite, on avait price. Quand on était dans total, on appelait d'abord quantity, et puis après, on appelait price. Et donc dans price, on fait la même chose que tout à l'heure, on crée notre lien, on le donne aux deux personnes, et en plus de ça, on a une liste qui là est simplement chaînée, des liens entre eux. Et là, c'est une question d'optimisation. On pourrait la chaîner doublement, mais ça n'a pas d'intérêt dans le parcours et la résolution du graphe. Et en revanche, d'un point de vue performance, j'ai perdu mon pointeur, on a... Il n'y a plus de pointeur. On a du coup l'effect qui lui est relié aux links 3, 4 et 5, et on le voit, on a la capacité depuis effect d'aller au premier, au dernier, et après au milieu, il faut passer par soit le premier, soit le dernier. Maintenant, là-dessus, on se l'imagine bien, quelques contraintes, quand même. Les signaux, ce n'est pas totalement magique, et en fait, il y a certaines problématiques dans l'algorithmie, qui sont aujourd'hui des problématiques qui ne sont pas résolues et auxquelles on n'a pas de solution. Et du coup, chaque implémentation de signaux va apporter une réponse différente à ces problématiques-là. Et c'est pour ça que vous avez des différences, souvent en réalité minimes quand vous êtes utilisateur de ces librairies de signaux, mais vous avez quand même des différences entre ces librairies de signaux, notamment d'un point de vue performance et de ce que vous pouvez faire avec, à cause de ces problématiques-là. La première, c'est celle des glitches. Donc c'est, par exemple, vous avez un signal qui a une notion de temporalité, et en fonction de s'il est appelé avant ou après, vous n'allez pas avoir le même résultat, parce qu'il est temporellement dépendant. Vous avez ensuite le problème des dépendances cycliques. Donc là, si vous avez un graphe qui est cyclique, au moment où vous allez vouloir le résoudre, notamment après la propagation des changements, vous résolvez votre graphe. Au moment où vous voulez résoudre votre graphe, si votre graphe il est cyclique, en fait, vous tournez en rond, et à quel moment on s'arrête, à quel moment on considère que notre graphe il est bien résolu. On a ensuite l'interaction avec des états muables. Donc si dans vos signaux, si dans votre graphe vous rajoutez un signal, vous enlevez un signal, comment votre graphe doit se comporter. Donc ça c'est à la discrétion du développeur qui implémente l'algorithme derrière. Et enfin, alors les états muables c'est aussi sur la partie des tableaux et des objets. Donc si vous avez un objet qui contient des éléments à l'intérieur que vous en rajoutez, c'est comment le graphe va réagir à ça. Et ensuite donc la partie des mises à jour dynamiques des graphes, des dépendances des graphes. Donc là, c'est si vous rajoutez ou vous enlevez des signaux de manière dynamique en plein milieu de la résolution de votre graphe. Possiblement, ça pose un problème, puisqu'au moment où vous vous disiez, enfin, où la résolution du graphe se disait, bah là, je peux passer de là à là, en fait, le nœud a disparu. Donc il est un peu, il ne sait plus quoi faire. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est des problèmes qui normalement sont plutôt transparents pour vous, mais qui sont quand même intéressants à connaître si vous tombez dans certains cas de bugs ou pour savoir et mieux comprendre les différences entre les implémentations des différentes librairies. Maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a mieux compris comment fonctionnaient les signaux, ce que je me suis dit, c'est qu'on parle un peu de JavaScript, on parle de signaux, c'est quoi qui est tendance en ce moment? C'est de se faire un petit framework front-end. Donc on va se faire un petit framework front-end. Un de plus, je pense que ça fera de mal à personne. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte avec son framework? Il n'y a pas de framework au tableau. En fait, ce que vous voyez là, c'est un framework front-end, et je vais vous le prouver. La première chose, c'est qu'on a, j'ai toujours plus de pointeur, en ligne 1, un compteur qui est un signal qui contient un state. Ensuite, on a un effect qui va récupérer cette valeur-là et qui va mettre dans le body la string count is et la valeur de count. Et puis, à la fin, on va mettre à jour notre count en faisant la valeur de count, donc en l'occurrence 0 plus 1. On a donc un state, on a une interface qui se met à jour, on a une fonction, l'effect, on a donc une interface utilisateur qui est dirigée par l'état
On a donc UI est égal à fn de state. On a donc un framework front-end. C'est pas mal en vrai. Avec 4 lignes de code, 5 lignes de code, on a un framework front-end pas complet, mais on a une première vision de ce à quoi pourrait ressembler un framework plus gros. Et là, vous vous dites sûrement, bon, il se fout quand même un peu de nous. Il nous parle de framework, ça ressemble quand même vachement pas à un framework, même si, ok, c'est UI est égal à fn de state. Très bien, dans la vraie vie, je suis sûr que c'est pas comme ça. Et bien dans la vraie vie, c'est exactement comme ça. Alors là, vous voyez peut-être pas exactement la similitude. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Là, c'est du code qui est tiré, c'est du vrai code, qui est tiré de Vue.js. Celui-là, pour le trouver, j'ai creusé un peu. Hein. Il est bien caché, mais ce qu'on voit, c'est exactement ce que je vous ai montré avant. En fait. On a le reactive effect, ce qui est en fait un effect. Ce reactive effect, on voit que dedans, on lui passe une fonction component update fn. Donc si vous avez déjà fait du Vue.js, vous savez que vous avez les 3 blocs, avec le bloc script, le bloc template et le bloc style, mais celui-là, c'est si vous l'utilisez. Avec ces 3 blocs-là, du coup, vous avez dans votre script, vous avez toute la logique de votre composant. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe dans cette logique-là, possiblement, ça met à jour le template. On a vu, on a un reactive effect qu'on peut assimiler à un effect. Et dans cette fonction component update fn, en fait, vous avez tous vos signaux de votre script reliés au template. Et donc ça veut dire qu'au moment où vous avez cette fonction qui est mise là dans reactive effect, vous avez en fait tous les signaux, alors qu'on appelle ref dans Vue.js, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, tous les signaux de la partie script qui va être du coup relié à cet effect global qui va wrapper tout votre composant. Et donc au moment où vous allez mettre à jour un signal dans votre script, dans Vue.js, dans votre composant, vous avez l'effect qui va du coup faire tourner toute la fonction component update fn et donc mettre à jour le template de votre composant. Et donc vous avez bien votre interface utilisateur qui est drivée par le state. Et vous avez le même code, écrit un peu différemment, que ce que je vous ai montré juste avant. Et donc là, ce qu'on comprend avec cet exemple-là, c'est que par exemple, du coup, dans Vue.js, la manière dont la réactivité gère les composants, la granularité plutôt des signaux et de la réactivité, c'est au niveau des composants. Ça veut dire que si vous avez un très gros composant, au moment où vous allez mettre à jour l'un des signaux qui est à l'intérieur, vous allez du coup devoir re-rendre l'ensemble de ce composant-là. Et ce qui va arriver avec Vue Vapor notamment, c'est cette capacité d'avoir une granularité non plus au niveau composant, mais au niveau de chaque élément du DOM. Et donc au moment où vous allez mettre à jour un signal, en fait c'est très précisément l'élément du DOM qui va être mis à jour. C'est aussi de cette manière-là que fonctionne Solid. Ou Quick, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Mais donc on a dans la réactivité et dans les frameworks, tout en fait un spectre de fonctionnement de la réactivité, de React qui est pas du tout basé sur des signaux mais qui arrive quand même à être réactif, en passant par Angular, Vue et Quick et Solid. Donc quand on parle de réactivité et de signaux, en fait c'est beaucoup plus large, mais là vous avez vraiment la compréhension de comment fonctionnent les signaux dans le cadre de la réactivité. Et si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez explorer Alien Signal. Vous pouvez aussi regarder une super conférence qui s'appelle Reactivity Across Frameworks, une super vidéo plutôt, ou lire l'article qui est en lien, qui est écrit par justement le créateur de Quick et qui vous explique justement ce spectre de réactivité et qui vous permettra de comprendre mieux les différences de réactivité entre les différents frameworks. Vous verrez, il y a en fait énormément de différences, notamment si vous faites du React. Et enfin, le petit dernier conseil que je peux vous donner, c'est celui de rester curieux et de continuer à apprendre. Merci à tous, c'était Esteban. Et si ça vous a plu, vous pouvez scanner le QR code et faire un feedback. Merci. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Soyez pas timide, hein. Je suis sûr qu'il y a des questions. Ouais. Bonjour et
merci pour cette super conf. J'ai une question au niveau des graphes. On a vu que ça pouvait générer des jolis petits graphes, de rajouter un peu de dépendance partout. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de générer ces graphes automatiquement et de se rendre compte de la complexité de certains systèmes et d'éviter une suringénierie, on va dire parfois, des développeurs? Non et oui. Non, aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais là, aujourd'hui, il y a toute une branche dans le DevTools de Vue.js qui s'appelle Reactivity, je ne sais plus quoi, qui va permettre, avec le DevTools de Vue.js, de visualiser comment les différents éléments sont reliés entre eux. Mais c'est en attente de la version 3.6 de Vue.js. J'ai tenté de l'utiliser justement pour faire la démo et de montrer comment, pour de vrai, dessous, c'est relié. Mais aujourd'hui, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Mais sur X, Twitter, la personne à l'origine de ça, et qu'en parle beaucoup, a fait une démo et ça nous permet, vous prenez votre page, vous prenez votre composant et ça vous permet de voir exactement le graphe que je vous montrais mais qui était fait à la main, mais là de manière dynamique en fonction des différents éléments. Et donc quand vous rajoutez des signaux, que vous modifiez vos signaux, ça permet de le voir automatiquement se mettre à jour. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était donc tout hyper clair. Incroyable. Ah, il y a une question au milieu. On va t'amener un micro. Ma question, c'était est-ce que tu as utilisé les signaux sur des gros projets front, on va dire? Ouais, en faisant du Vue.js par exemple. Ouais, du JS. Ouais. Quand tu fais du Vue.js, tu utilises des signaux. Quand tu fais de l'Angular sur la dernière version, tu peux mettre des signaux aussi. Quand tu fais du Quick, tu fais des signaux. Quand tu fais du Solid, tu fais des signaux. Quand tu fais du Preact, ils sont en train de mettre des signaux de mémoire. Donc en fait, des signaux, tu en utilises, sauf si tu fais du React, des signaux, tu en utilises quand tu fais du front-end. Je fais du React. Ben, du coup, quand tu fais du React, tu ne fais pas de signaux. Mais il y a une implémentation d'LN Signal pour React. Donc tu pourrais utiliser les signaux d'LN Signal dans ton code React. Donc moi, oui, au quotidien, j'utilise des signaux. Merci. Avec plaisir. Ouais, il y a une autre question de l'autre côté. De l'autre côté, le micro, de l'autre côté. Oui, merci pour la conférence. Avec plaisir. Tu viens de parler du fait que dans React, il n'y a pas de signaux, mais j'avais le sentiment que ce qu'on a depuis quelques années dans React avec les hooks, useEffect, useMemo, etc., c'était trait pour trait la même chose. Mais Non. ça veut dire que ça ne fonctionne pas pareil derrière? Non, ça n'a rien à voir. Ok. Comme Angular, jusqu'à la version 14 ou 16, n'avait pas de signaux et fonctionne autrement. Ce qui va se dans React, de mémoire, il va simplement scanner tout ce qui se passe. J'ai pas tous les détails de React, c'est pas mon domaine, mais dans Angular, en revanche, ce qui va se passer, c'est que c'est ce que fait Zone.js. C'est pour ça que tout le monde parle de Zone.js d'Angular. C'est que Zone.js va venir patcher tout ce qui est patchable en termes d'écoute d'événements. Donc tes event listeners, tes promesses, tes intervalles, tout ce qui est patchable comme ça. Et au moment où tu vas venir interagir avec ces différents éléments-là, il va être capable de détecter d'où ça vient et mettre à jour le composant. Donc en fait, il n'y a aucune réactivité. Et c'est pour ça qu'avec React, tu peux avoir des gros problèmes de performance, puisque si tu ne fais pas gaffe, en fait, ton composant va se re-render en permanence. Il n'y a aucune optimisation qui est faite. D'où les hooks, useMemo et compagnie. Et voilà. Puis il n'y a pas de signal. D'accord, merci. Ouais. Merci pour la conf. Du coup, vu l'implémentation avec des variables globales, on est d'accord que tout ça, ça ne marche pas avec du code asynchrone? Dans le cas d'Alien Signal, c'est même pire que ça. Pour avoir un maximum de performance, tu ne peux pas utiliser ni de tableau ni d'objet. Donc effectivement, pas de code asynchrone, tes computés ne peuvent pas être asynchrones. Après, tout le code autour peut être asynchrone, mais tes computés ne peuvent pas être asynchrones, tes effects non plus. Mais là, Alien Signal répond à un besoin très particulier. Et ensuite, derrière, tu peux utiliser les primitives d'Alien Signal pour faire des choses plus grosses. Et notamment pour Vue.js, c'est ce qui est utilisé dessous.
Et dans Vue.js, tu peux utiliser des tableaux, tu peux utiliser des objets, tu peux gérer ton code asynchrone de manière normale. Mais Alien Signal est vraiment des primitives. J'ai choisi Alien Signal pour que ce soit compréhensible. Mais effectivement, en réalité, vous n'allez pas forcément utiliser Alien Signal dans vos projets parce que c'est en réalité très limité. Ok, merci. Ouais. Bonjour, merci pour le talk. Alors j'ai une petite question de compréhension. C'était sur le push-pull-push, c'est ça? Ouais. J'avoue, je vois pas d'où il sort le dernier push. Ah, le push-pull-push? Voilà, c'est ça. En gros, je rajouterai une slide avec le graphe. Mais donc sur ton push-pull, tu vas pusher des flags et derrière, tu vas puller les changements. Sur ton push-pull-pull, en fait, tu vas faire ça en plusieurs étapes et tu vas pusher des flags, récupérer les changements et repusher d'autres flags. Mais après, c'est une question de micro-optimisation qui va permettre de résoudre le graphe par étape et non plus d'un coup. Et là, c'est de l'optimisation. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a énormément de choses là qui est de l'optimisation. Quand vous avez même ici toute la gestion des flags, pareil, on ne rentre pas dans les fonctions process completed update, parce que vous avez, c'est pour ça que je disais au début que c'était du code JavaScript qui n'a plus rien à voir avec du code JavaScript. Tout est hyper optimisé. Et il a passé, et c'est encore en train d'être continué à être écrit, il optimise chaque ligne de code pour gagner quelques pourcents. Et donc à un moment donné, il s'est dit, bah, tiens, si je résous en fait mon graphe étape par étape, en faisant un push-pull-push, bah, c'est plus performant. Ok, merci beaucoup. Et il n'y a plus de questions. Bah, parfait. Merci à tous.